Bonjour, nous allons vous présenter la conférence des métiers. Donc, je suis Sabine Boud, je suis directrice pédagogique à l'ESTBB, je suis également directrice des relations entreprises. Je vais faire cette conférence avec Marina, qui est à côté de moi et qui participera aussi à la lecture des questions, mais également fera un témoignage sur son stage. Ensuite, il y a Florian et Ambre qui vont nous rejoindre, qui vont rentrer dans le cadre. Bonjour à tous. Voilà, et qui feront également un témoignage de stage à la fin de la conférence. Merci. Alors, cette conférence est vouée à vous présenter les métiers en biologie dans les industries pharmaceutiques et les biotechnologies. Donc la première chose, avant de vous présenter les métiers, c'est de vous expliquer finalement comment on développe un produit en industrie pharmaceutique ou en biotechnologie. Parce qu'il y a différentes étapes et différents départements en fait, dans l'entreprise qui pourront être concernés plus tard sur les métiers qu'on offre à l'ESTBB. Donc la première étape, c'est le marketing stratégique qui va permettre finalement de dire le go pour développer, je veux dire, le produit. Ensuite, va enchaîner le département de recherche, développement et ensuite d'industrialisation pour optimiser le produit et faire en sorte qu'on pourra ensuite le produire. Et donc, on le produira à petite échelle pour pouvoir faire en fait des tests de recherche clinique. C'est un peu ce qui se passe actuellement pour le vaccin du Covid. Donc ensuite, si tout se passe bien en recherche clinique, on produit le vaccin. Bien évidemment, pendant toutes ces étapes, il y a des étapes de contrôle qualité, d'assurance qualité et également en fait tout ce qui est affaires réglementaires puisqu'on va produire un produit de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, on a besoin d'une mise sur le marché en fait du médicament. Donc ensuite, le marketing opérationnel, la communication, en fait, vont prendre le relais pour donner les outils opérationnels à la vente. La vente va ensuite prendre contact avec les clients pour que justement vous puissiez acheter les médicaments. Et donc du coup, ensuite, le service d'achat et de logistique pourra prendre le relais pour acheminer le médicament en fait dans les différents lieux de vente. Donc maintenant qu'on a vu les différentes étapes du développement d'un produit, je vais vous présenter les métiers de niveau Bac+3. Les métiers de niveau Bac+3 à l'ESTBB sont des métiers qui nécessitent une expertise scientifique. Les intitulés que vous pourriez retrouver dans les entreprises, c'est des intitulés de poste comme assistant ingénieur, comme technicien contrôle qualité, technicien développement, technicien industrialisation. Donc, si je reprends le développement du produit que je vous ai présenté juste avant, on peut retrouver ces métiers en recherche, en développement, en industrialisation, en contrôle qualité. Et donc, les compétences qu'il faut développer pour ces métiers, c'est en premier lieu de savoir réaliser des expériences dans un laboratoire, ceci en suivant ou en mettant au point en fait des protocoles. Les protocoles, c'est comme une recette de cuisine. En fait, vous allez suivre étape par étape pour pouvoir en fait faire l'expérience finale. Ensuite, vous prélevez et vous préparez les échantillons biologiques. Donc ça, en général, on le fait avant l'expérience. On prépare tous les réactifs qui seront nécessaires pour pouvoir faire l'expérience au laboratoire. Après que vous ayez fait donc l'expérience, vous allez analyser les résultats. Vous allez également rédiger un cahier de laboratoire qui est nécessaire pour une traçabilité, de s'assurer que vous avez pris les bons produits et qu'ils sont de qualité. Et finalement, ça va retracer ce que vous avez fait et qui vous aidera ensuite à analyser les résultats. Donc ensuite, quand vous avez fait toutes ces étapes, vous allez pouvoir échanger oralement sur l'avancée en fait de votre petit projet avec le manager. Vous pourrez être également amené à assurer l'entretien des équipements au laboratoire et à gérer les stocks de réactifs. Donc c'est ce qu'on appelle la vie du laboratoire. Donc, tout le monde participe à ça et finalement c'est quelque chose qui est inclus dans le métier.
Vous devrez également appliquer les règles qui sont les bonnes pratiques de laboratoire, des règles également d'hygiène et sécurité et qui sont imposées en fait par des normes qualité. Donc c'est ce qu'on appelle la démarche qualité. Donc, si ce métier vous intéresse, en fait, il faudrait que vous rejoigniez sur Parcoursup donc la formation bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie, qui est en fait une formation professionnalisante en 3 ans. Donc, la question qui nous reste, c'est finalement, est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers? Donc, parmi des questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vous aimez apprendre par la pratique? Est-ce que vous aimez la biologie? Est-ce que vous aimez les travaux pratiques? Est-ce que vous êtes rigoureux et minutieux? Et est-ce que vous voulez plutôt faire des études courtes? Donc, si à chacune de ces questions vous avez répondu oui, c'est que finalement ce parcours peut parfaitement vous correspondre. Donc, on va maintenant découvrir les métiers de niveau Bac+5. Alors, les premiers que je vais vous présenter, c'est les métiers qui ont une expertise scientifique. Donc, parmi les intitulés que vous pourriez retrouver en entreprise, donc, vous pourriez avoir les intitulés d'ingénieur innovation, ingénieur en recherche, ingénieur développement, ingénieur qualification validation, ingénieur contrôle qualité, ingénieur industrialisation. Donc, de la même manière que tout à l'heure, si je reprends mon développement du médicament, ces métiers pourraient être retrouvés en recherche, en développement, en industrialisation, en contrôle qualité. C'est principalement les 2 lieux où on les retrouvera. Dans ce cas-là, les compétences qu'on va vous demander de développer, la première des compétences, c'est de savoir gérer un projet scientifique en autonomie dans le laboratoire. Ensuite, pour pouvoir justement gérer ce projet scientifique en autonomie, vous allez devoir faire des recherches sur la thématique qu'on vous a donnée. C'est ce qu'on appelle faire de la veille scientifique sur le sujet. Ensuite, vous allez réaliser des expériences et toujours selon les bonnes pratiques de laboratoire, les règles de bioéthique et toujours les règles d'hygiène et sécurité. Ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. La différence, c'est que là, vous allez aller plus loin, vous n'analyserez pas les résultats, vous irez jusqu'à les interpréter et vous irez également dans l'objectif de proposer l'expérience suivante à faire pour le projet. Donc ensuite, vous serez capable de rédiger des rapports, de présenter oralement ces résultats devant un public qui sera un public de spécialistes. Donc en général, c'est d'autres chercheurs. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une connaissance théorique en biologie d'un niveau élevé, d'un niveau Bac+5. Donc si ces métiers, si ces métiers vous intéressent, à ce moment-là, vous pourrez les rejoindre le STBB et choisir le parcours manager en biotechnologie. Et en 4e et 5e année, sur la spécialisation, vous pourrez choisir soit la spécialisation infectiologie, soit la spécialisation bioprocédés. Ces 2 spécialisations vous amèneront à ce type de métier. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre métier qui nécessite aussi une expertise scientifique, mais je l'ai détaché des autres métiers parce que finalement, vous ne saurez plus au laboratoire. Donc dans ce cas-là, vous êtes un attaché de recherche clinique. Alors un attaché de recherche clinique peut être dans une entreprise privée, une industrie pharmaceutique, ou dans un hôpital, donc dans un milieu public. Donc dans tous les cas, si on reprend toujours le développement d'un produit, ce métier, en fait, devra être fait dans le département de recherche clinique. Donc, les compétences qu'on va vous demander de développer dans ce cas-là, ça va être de pouvoir savoir comparer différents hôpitaux entre eux pour pouvoir trouver le meilleur site d'investigation. Donc, ça sera l'endroit où vous allez décider de faire l'étude clinique
parce que cet hôpital aura une expertise particulière ou aura en fait des médecins de renom sur cette thématique. Et donc du coup, vous allez effectuer des visites d'hôpitaux en fait pour pouvoir justement juger de ces différents lieux. Ensuite, quand vous aurez déterminé l'hôpital dans lequel vous voudrez le faire, vous devrez former et informer le personnel qui sera impliqué dans l'étude clinique, donc que ça soit des infirmières, que ça soit le médecin qui sera en charge d'inclure les patients dans l'étude clinique. Ensuite, vous serez également amené à contrôler l'application des procédures et de la réglementation propres à cette étude clinique. Vous devrez effectuer le suivi de l'étude clinique, vous assurer du coup que des patients sont inclus, donc de manière régulière. Vous suivrez également que les patients se portent bien en fait tout au long de l'étude clinique et même après. Ensuite, vous vérifierez et vous transférez les données patients que vous avez récoltées durant l'étude clinique donc aux promoteurs de l'étude clinique. Donc soit à l'industrie pharmaceutique qui l'a demandé, soit à l'hôpital qui est responsable de cette étude clinique. Donc si vous êtes intéressé par ce métier, à ce moment-là, vous pourrez rejoindre le STBB en prenant le parcours manager en biotechnologie et en choisissant en 4e et 5e année la spécialisation infectiologie. Donc maintenant, nous allons passer au métier qui nécessite une expertise managériale. Donc pour ça, il y a différents intitulés dans l'entreprise en fonction finalement du département où vous pourriez être amené à travailler. Donc si vous avez un intitulé, par exemple, vous pourriez être chef de projet, donc vous pourriez l'être, cet intitulé est un intitulé générique, et donc du coup vous pourriez être chef de projet en marketing, chef de projet en assurance qualité, chef de projet en production, etc. Par contre, il y a également des intitulés qui sont plus spécifiques. Donc, par exemple, si on reste en assurance qualité, un autre intitulé serait ingénieur assurance qualité. Si on partait en production, ça serait ingénieur production. Si on partait en marketing, ça serait un chef de produit. Si vous partiez en communication, donc vous seriez assistant communication. Si vous partiez en vente, vous seriez ingénieur technico-commercial. Et si vous alliez en affaires réglementaires, vous seriez chargé d'affaires réglementaires. Donc là, il y a une vraie enquête sur l'intitulé du nom du métier. Mais dans l'ensemble, quoi qu'il en soit, ces métiers, c'est être finalement un chef de projet. Donc si je reprends toujours mon développement du produit, on peut faire ces métiers-là donc en marketing stratégique. On peut le faire également en production, en assurance qualité ou en affaires réglementaires, en marketing opérationnel, en communication, en vente, en achat ou en logistique. Donc dans ce cas-là, les compétences qu'on va vous faire développer, c'est d'être capable de piloter un ou plusieurs projets en autonomie. Et donc du coup, dans ces projets, on va rajouter des notions de coût, de délai à respecter. On va vous demander de rechercher les bonnes ressources par rapport au projet qu'on va vous confier, sachant que du coup, ces ressources pourront être prises dans différents départements de l'entreprise. On va également vous demander de respecter la démarche qualité de l'entreprise dans laquelle vous êtes, bien sûr. Donc, quand on gère un ou plusieurs projets, en fait, il faut absolument penser à anticiper les risques au maximum pour ne pas se retrouver devant des difficultés qui pourraient faire retarder en fait vos délais. Donc ça va être une des choses que vous aurez à faire de manière impérative. Ensuite, on va vous demander pour ce métier d'adopter une posture de chef de projet. Alors, vous pourriez vous dire, mais pourquoi je le saurais dans n'importe quel cas. Non, pas vraiment. Là, par exemple, un chef de projet, c'est ce que je vous disais, parmi les ressources qu'il va prendre, il va prendre des personnes qui viennent de différents départements de l'entreprise. Et ces personnes, c'est pas, le projet en question n'est pas leur tâche prioritaire.
Donc en fait, il va falloir les faire avancer sur le projet alors que finalement, ce n'est pas leur mission principale. Donc du coup, il va falloir vraiment être à la fois à l'écoute, être capable de solliciter les personnes et de leur faire comprendre que ce que vous leur demandez, donc c'est de mettre des petits objectifs pour qu'ils puissent les remplir assez rapidement. C'est également être capable de convaincre, capable aussi de décider dans les temps pour faire justement avancer, et que si la décision ne correspond pas à ce que toute l'équipe aurait choisi, c'est aussi être capable de motiver son équipe. Donc en gros, il va falloir que vous meniez le projet de A à Z, et donc du coup, ça veut dire que vous allez devoir planifier votre projet pour pouvoir respecter en fait les délais dont on a parlé tout à l'heure. Il va falloir également identifier et mobiliser donc les bons interlocuteurs, c'est ce dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Il va falloir animer des réunions avec ces interlocuteurs, les motiver et mobiliser donc une équipe projet. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, les personnes viendront de différents horizons. Et donc, du coup, il va falloir savoir adapter son discours selon le public. C'est-à-dire que si je parle à quelqu'un en marketing, il faut que je sache moi-même ce qu'on fait en marketing. Et ainsi de suite, pour que la personne prenne finalement la tâche que je vais lui donner de manière très concrète et efficace. Donc ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes le chef de projet, donc d'un projet qu'on vous a confié. Donc c'est souvent votre supérieur hiérarchique qui vous l'a confié. Donc il ne faut pas oublier qu'on va vous demander de réaliser le reporting qui est nécessaire donc au pilotage de votre projet. Donc vous allez être amené à rédiger des documents, à présenter oralement des choses à votre hiérarchie directe, voire même à des personnes beaucoup plus haut placées dans l'entreprise, parce que souvent c'est des projets qui sont innovants. Et ensuite, c'est également d'être capable de faire aussi des réunions. Donc si ce type de métier vous intéresse et ce type de responsabilité, à ce moment-là, à l'ESTBB, il faudrait que vous preniez la formation manager en biotechnologie et qu'en 4e et 5e année, vous choisissez soit la spécialisation de pilotage de l'innovation, soit la spécialisation transformation digitale et e-santé. Ensuite, je vais vous présenter un dernier métier, qui est un métier toujours sur l'expertise managériale, mais dans un domaine très spécifique. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à part par rapport aux autres métiers. Donc, à ce moment-là, dans l'entreprise, vous seriez en fait un manager opérationnel de biobanque, soit sinon un coordinateur d'un réseau de biobanque, un responsable d'une plateforme de bioressources, un chef de projet, un responsable qualité. Donc, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce donc une biobanque? Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est ce que vous voyez dans les photos qui sont juste à droite. En fait, du coup, vous allez gérer finalement en fait, des échantillons biologiques et leurs données. Donc, en gros, une biobanque, c'est une plateforme de service pour les scientifiques qui met à disposition en fait, des échantillons et leurs données. Et vous, vous êtes le garant de ces échantillons et de ces données. Donc, si on reprend le développement du médicament comme ce qu'on a fait depuis le début, du coup, ces métiers, on les retrouve en fonction dans l'entreprise, soit dans le département de la recherche, soit dans les départements de la production, soit dans les départements du contrôle qualité. Donc, dans ce cas-là, les compétences qu'on vous fera développer, c'est d'être capable de manager des flux de ressources biologiques. Alors, un flux de ressources biologiques, c'est-à-dire que vous êtes responsable en fait de la biobanque, donc des échantillons et des données. Et donc, le flux, c'est finalement, il y a un flux entrant. Donc ça, c'est finalement, vous avez contacté des hôpitaux qui peuvent vous fournir ce type d'échantillon. Et donc, eux vont faire le prélèvement en fait de cet échantillon et vous allez réceptionner en fait cet échantillon. Et donc, quand vous allez le réceptionner, du coup, il y a le premier flux qui est là. Le deuxième, vous allez assurer la traçabilité de l'échantillon, vérifier qu'il n'est pas contaminé, que toutes les données que vous allez générer sont bonnes. Et ensuite, il y aura un flux sortant. Donc, le flux sortant, c'est finalement les personnes à qui vous pourriez
redonner finalement ces échantillons. Donc ça peut être par exemple des laboratoires de recherche, ça peut être des industries pharmaceutiques, etc. Ça dépend finalement le type d'échantillon que vous avez. Donc du coup, vous allez devoir rechercher des bioressources et les valoriser. Donc c'est ce que je disais. Donc vous récupérez, vous prenez contact avec des hôpitaux par exemple qui ont vos échantillons. Et du coup, vous leur demandez donc de récupérer en fait ce type d'échantillon. Et ensuite, quand on parle de les valoriser, c'est qu'on valorise aussi par rapport à la traçabilité, par rapport aux données que vous allez ajouter finalement à votre échantillon. Donc ensuite, vous faites tout ça en déployant le système de management de la qualité de votre biobanque, c'est-à-dire que vous allez suivre toutes les normes associées à cet échantillon. Vous allez donc gérer les données d'une banque d'échantillons, puisque vous n'aurez pas un échantillon, mais vous en aurez énormément. Vous allez également appliquer les réglementations éthiques et législatives liées à ces échantillons, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi d'un échantillon biologique. Vous allez également développer et intégrer les réseaux d'experts et de biobanques. Donc l'idée, c'est finalement de se réunir avec d'autres biobanques, pas forcément des mêmes échantillons, parce qu'elles n'existent pas forcément, mais ça permet finalement d'avoir un réseau à la fois de biobanques et à la fois d'experts qui travaillent avec ces biobanques. Et donc c'est très intéressant en fait pour pouvoir développer votre propre biobanque. Donc les secteurs d'activité visés pour les biobanques, c'est finalement, on peut en retrouver dans les bio-industries, dans tout ce qui est industrie pharmaceutique et principalement. Ensuite, vous pouvez en retrouver dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche académique, également dans les associations de patients et dans les conservatoires de biodiversité. Donc en fait, vous pourriez finalement gérer différents types d'échantillons. Ça peut être des échantillons humains, animaux, végétaux, microbiens ou environnementaux ou autres. Donc si ce métier spécifiquement vous intéresse, à ce moment-là, vous pourriez rejoindre la formation manager en biotechnologie de l'ESTBB et faire en 4e et 5e année la spécialisation bioressources et data. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai à plusieurs moments redit que la formation qui mène à l'ensemble de ces métiers, c'était manager en biotechnologie. Et finalement, ce qui va faire que vous aurez tel ou tel métier, c'est la spécialisation que vous allez choisir en 4e et 5e année. Donc, par exemple, vous aurez la spécialisation infectiologie, bioressources et data, pilotage de l'innovation, bioprocédés ou transformation digitale et e-santé. Donc, ça vous laisse 3 ans après le baccalauréat, finalement, pour décider quel métier vous voulez faire et vous renseigner sur le métier en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les métiers que j'ai présentés avec les formations qu'on fait à l'ESTBB, ça vous ouvrirait en fait ce type de métier dans différents secteurs d'activité. Donc, on aurait le secteur de l'industrie des biotechnologies. Alors, justement, ça pourrait être les biotechnologies de santé, mais pas que. Vous pourriez également avoir les biotechnologies liées à l'environnement. Donc, en fait, vous pourriez travailler dans une biotechnologie qui traite les sols, l'eau ou les déchets. Vous pourriez également travailler dans une biotechnologie qui est liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire, des biotechnologies qui seraient plus liées aussi à la chimie ou l'agrochimie, ou des biotechnologies finalement qui utilisent des ressources marines comme la cosmétologie ou les bioressources et finalement ça vous laisse le choix pareil de vous dire dans quel domaine vous avez envie de travailler. En plus de ces secteurs d'activité, il y a également les autres industries du vivant dans lesquelles vous pourriez travailler. Donc il peut y avoir l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du diagnostic in vitro, dont on entend parler énormément en ce moment, puisque c'est elle qui permet de faire finalement tous les tests Covid qui se passent en ce moment.
Les industries du dispositif médical, donc ça c'est toutes les industries où par exemple un dispositif médical c'est très vaste. C'est finalement un pansement est un dispositif médical, une lentille de contact est un dispositif médical, mais il y a également des dispositifs médicaux qui sont inclus en fait dans votre corps. Donc par exemple si vous avez une prothèse ou et finalement je n'ai plus le mot en tête, mais en fait, effectivement, à partir du moment où ça rentre effectivement dans votre corps, il y a des classes de dispositifs médicaux qui sont plus importants parce que potentiellement met en danger la vie du patient. Donc en fait, les dispositifs médicaux, c'est assez large. Ensuite, vous pourriez également travailler dans l'industrie de la cosmétique et également dans les laboratoires qui sont des fournisseurs de réactifs et de matériel pour les laboratoires de recherche. Par exemple, quand on fait des expériences dans un laboratoire de recherche, on a besoin en fait de différents outils ou de différents produits pour faire ces expériences. Et bien, il y a des entreprises qui créent ces produits ou ce matériel et donc c'est typiquement ce type d'entreprise. Enfin, vous pourriez travailler soit dans les biobanques, mais également dans les laboratoires de recherche médicale, que ce soit médical, vétérinaire ou agronomique. Ça peut être également dans les laboratoires d'analyse, pareil, de la même manière, qui font des analyses environnementales, vétérinaires ou cosmétiques. Et aussi la recherche fondamentale, même si nous, on forme à des métiers qui sont plus professionnalisant et pour les entreprises, ça n'exclurait pas que vous pourriez, si vous le voulez, travailler dans la recherche publique. Donc, comme vous avez pu le constater, il y avait une formation qui amène à ces métiers. Donc, la question qui nous reste, c'est est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation? Alors, si vous répondez à oui à toutes ces questions, ça serait le cas. Donc, c'est est-ce que vous êtes à l'aise pour apprendre par la théorie? Est-ce que vous souhaitez faire des études longues? Est-ce que vous aimez la biologie? Est-ce que vous souhaitez préparer des postes à responsabilité? Et est-ce que vous souhaitez travailler dans des industries du vivant? Donc effectivement, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, effectivement, la formation, enfin le cursus manager en biotechnologie correspond parfaitement finalement à votre futur parcours. Donc, en choisissant ces métiers, vous allez devenir des acteurs de la santé et de la transition écologique, préserver les ressources, créer les innovations de demain, respecter l'environnement et participer à un monde solidaire. Donc, avant de passer aux questions, vous pouvez également nous rejoindre par chat ou en live sur nos lives de l'orientation de l'ESTBB qui se passent une fois par semaine. Ou également, si c'est plutôt sur le niveau Bac plus 4, Bac plus 5, les réunions d'information sur les formations Bac plus 5. Donc, merci de votre attention. Je vais laisser témoigner chacun des étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est Ambre ou Florian qui veut commencer, mais je vous laisse ma place temporairement. Donc, je vous laisse présenter votre stage. Oui, alors bonjour à tous. Alors, moi, je suis en 3e année de la formation assistant ingénieur. Alors, l'année dernière, malgré le confinement, j'ai eu tout de même la chance de réaliser un stage de 2 mois en laboratoire au sein du CIRI, donc le Centre de recherche international en infectiologie. Donc, mon stage était porté sur la recherche du sélénium, qui est un oligo-élément essentiel à la vie, et plus particulièrement sur la synthèse et la régulation des sélénoprotéines. C'était un stage très enrichissant, enfin, à la fois personnellement et professionnellement. J'ai pu avoir différents postes, différentes fonctions, donc c'était vraiment très intéressant. J'ai fait des différentes techniques dans différents domaines, tels que la biochimie, la microbiologie et la culture cellulaire aussi. Bonjour, moi je suis Florian, donc je suis en 3e année de licence sciences de la vie et humanité. J'ai eu également la chance de faire un stage
de septembre à octobre 2020, donc pendant le confinement. Et donc j'ai effectué ce stage au sein de l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement. Et c'est un stage qui a consisté à étudier l'impact des antibiotiques sur les communautés microbiennes, donc dans l'eau, dans les eaux d'un lac et d'une rivière, surtout le lac Léman et la rivière Arve. Et donc grâce à ce stage, j'ai aussi pu faire plein de manipulations et d'analyses en laboratoire. Bonjour, donc moi j'ai fait pareil comme Florian, un stage de septembre à octobre 2020 pour ma troisième année de licence, au CNRS plus exactement, au laboratoire dynamique du langage, et c'était en fait sur la symétrie sous but dans la compréhension du langage. Alors, du coup, on va prendre vos questions. Alors, oui, Camilla, je vais devoir enlever le masque aussi. Donc, il y a Maëlie qui demande « Bonjour, lorsqu'on est assistant ingénieur, est-il possible d'évoluer vers des postes d'ingénieur par la suite ?» Alors, pour la formation assistant ingénieur, si vous décidez de prendre cette formation, l'idée, c'est vraiment de vous arrêter au bout de 3 ans. Donc, si vous envisagez d'aller sur des postes à responsabilité, il faut que vous partiez sur la formation manager en biotechnologie. Après, il y aura quelques exceptions, mais ça sera peut-être les 5 meilleurs de la promo qui pourront basculer en fait sur manager en biotechnologie. Bruno demande « Peut-on intégrer directement le master en biotechnologie en venant d'une L3 à dominante biologie? Si oui, l'admission est-elle sur dossier ou concours ?» Alors, elle est actuellement sur dossier, mais comme on est en train de faire une demande pour devenir une école d'ingénieur, ça peut changer. Tout dépend en fait quand est-ce que vous rejoindriez, que vous voudriez candidater en fait. Donc, je dirais que dans peut-être 2 ans, ça sera sur concours, sûrement. Je sais pas. Y a-t-il aussi des assistants ingénieurs en biobanque? Oui, actuellement on en a. Quels sont les métiers les plus recherchés dans la région Rhône-Alpes? Alors, les métiers les plus recherchés, c'est beaucoup de métiers qui sont plutôt actuellement un peu moins scientifiques, entre guillemets. Il y a eu des gros changements réglementaires, donc tous les métiers d'affaires réglementaires ou les métiers d'assurance qualité sont des métiers qui sont fortement recherchés parce que justement il y a eu ces modifications. Cependant, il y a également les métiers de la production qui sont importantes, donc vous vous doutez à cause du contexte. Et également, en fait, par exemple, les étudiants qui viennent chez nous et qui travaillent en recherche, en développement, en industrialisation, trouvent sans difficulté non plus. Mais il y a moins de postes dans l'absolu qu'en assurance qualité, en affaires réglementaires, de par justement les modifications qu'il y a actuellement en fait sur ça. Par exemple, le marketing peut trouver très facilement aussi, puisqu'on a toujours besoin de personnes en marketing. On demande, aidez-vous à trouver un stage? Ça, c'est les étudiants qui vont répondre. Je leur laisse la main. Alors, pour le coup, oui, on est vraiment aidés pour trouver le stage. Donc, moi, mon stage, je l'ai trouvé assez tardivement parce que dans la période, forcément, c'était assez compliqué. Avec tout le Covid, les stages acceptaient beaucoup moins d'étudiants. Et au final, c'est ma directrice en pédagogie qui m'a aidé et qui m'a même proposé beaucoup de stages. J'ai pu donc postuler à plusieurs stages différents. Et c'est un des stages qu'elle m'avait proposé, où elle était en relation, qui m'a accepté. C'est grâce à ça que j'ai pu aller donc, faire un stage à l'INRAE. Oui, moi, c'est dans le même cas. C'est assez difficile par rapport à la situation sanitaire, mais les différents profs étaient là pour nous soutenir, nous donner des contacts en quelque sorte avec des laboratoires. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Oui, donc en fait, de manière générale, en fait, on aide pour la recherche de stage. Par contre, on attend aussi une démarche proactive de l'étudiant.
donc qui fassent des candidatures, qui recherchent en fait des laboratoires qui soient aussi pertinents. Et comme ça, en fait, on a nos deux réseaux en parallèle qui fonctionnent et qui fait que on peut rebondir. Là, typiquement, avec les conditions sanitaires de l'année dernière, on avait à peu près la moitié de nos étudiants en deuxième année qui devaient partir à l'international, qu'on a dû recaser à la dernière minute en France. Et donc, on est assez fiers de dire qu'on a réussi à le faire pour tous. Donc, c'est plutôt bien. Donc, il y a Maïli qui redemande, la question sur l'évolution était plutôt dans la suite du parcours professionnel, pas de la formation. Peut-on évoluer vers des postes de manager avec de l'expérience comme assistant ingénieur? Ah oui, alors complètement, oui, pardon, on ne s'était pas compris. Donc effectivement, oui, quand vous avez en fait un bac+3, que vous avez fait quelques années en tant qu'assistant ingénieur, il faut en général entre 3 et 4 ans, je dirais, quand vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez, si vous avez donc du potentiel, évoluer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, en fait, peut vous ouvrir ce qu'on appelle la formation continue. Donc, il peut vous demander de faire un master ou de faire, par exemple, ce qu'on appelle des équivalences d'expérience, des validations d'acquis d'expérience. Et par exemple, les 4 ans que vous auriez fait en tant qu'assistant ingénieur, vous pourriez faire valoir des choses qui, par exemple, pourraient vous donner le niveau Master 1. Et ensuite, vous n'auriez plus qu'à faire votre Master 2. Donc ça, c'est complètement possible. Il y a aussi des entreprises qui font évoluer sans avoir besoin d'un statut de Master. Ça dépend des entreprises. Il y a, par exemple, j'avais en tête une entreprise qui vraiment nécessitait le niveau Bac+5 pour avoir des responsabilités. Et par contre, ils ont complètement aidé son salarié à avoir ce niveau Bac+5. Ils ont payé sa formation, etc. Et donc, l'étudiant, le salarié, a donc pu évoluer sans problème sur des postes intéressants derrière. Donc oui, c'est complètement possible. Mais à ce moment-là, pensez à la formation continue. Pourquoi, selon vous, serait-il intéressant de favoriser votre école à un master en université? Parce qu'on est très bon pour travailler dans l'entreprise. Et l'université, je suis un pur produit de l'université, donc je peux en parler quand même. Du coup, voilà, on vous forme au master, en fait, à l'université pour être docteur à l'université. On ne vous forme pas pour notre métier que celui-là. Il y a plein d'autres métiers en sciences. Et même, finalement, vous pouvez avoir des passerelles plus tard avec d'autres choses, c'est-à-dire que vous pourriez rentrer dans l'entreprise dans la recherche et évoluer en contrôle qualité, puis ensuite, quelques années plus tard, je dis n'importe quoi, en affaires réglementaires, et finalement, vous n'auriez pas besoin de faire des formations pour faire ça. Donc voilà, donc du coup, pour moi, maintenant, je recommanderais plutôt de venir à l'USTBB plutôt que d'aller à l'université, parce qu'en termes de débouchés, il y a beaucoup plus de choix, il y a une meilleure connaissance des métiers, on vous accompagne vraiment sur les métiers et on vous accompagne vraiment sur votre projet professionnel pour qu'il corresponde au mieux à ce que vous avez envie de faire à la fin de vos études. Voilà. Ensuite, on vous offre des stages qui sont cohérents avec votre projet professionnel et ce n'est pas qu'un stage de recherche qui vous amènera ou pas à une thèse. Voilà. Vos étudiants trouvent-ils du travail à l'international, aussi bien les Bac+5 que les Bac+3? Ouais, ils trouvent tout à fait. Alors après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est des choix qu'ils font. S'ils sont intéressés par l'international, peut-être qu'il faut aussi s'y pencher depuis la deuxième année. C'est aussi de développer, par exemple nous, pour quelqu'un qui doit travailler en France, on dit qu'il faut qu'il développe son réseau en France. Là, dans ce cas-là, si par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez partir travailler en Écosse, eh ben, je vous dirais d'aller faire votre stage de deuxième année en Écosse et votre stage de troisième année en Écosse. Et du coup, vous allez forcément développer votre réseau en Écosse qui va vous permettre ensuite de pouvoir intégrer les laboratoires. Et en plus, moi, j'ai plusieurs étudiants qui travaillent aux États-Unis en 5e année. Par contre, c'est un vrai choix de vie. Et c'est ce que je leur dis, on leur fait faire ça que s'ils me disent qu'ils vont aller vivre aux États-Unis après. Si c'est juste y aller 1 an et revenir, à ce moment-là, il faut qu'ils le fassent pendant leur stage. Mais c'est certainement pas à la dernière année qu'il faut faire ça. La dernière année, il faut optimiser et il faut penser son métier
à l'endroit où on va le faire pour pouvoir développer son réseau. Mais sinon, si vraiment le projet, c'est de vivre à l'international, c'est complètement possible. Quelle est la proportion d'étudiants hors académie dans votre cursus? Hors académie, c'est... Alors attendez, on parle de hors Rhône-Alpes. Si c'est ça, ça dépend de la formation. Je crois que Biobank, elle en a en biobank, enfin en bioressources et data, je crois qu'il y en a plus. En infectiologie, on en a aussi. Là, comme ça, je ne pourrais pas dire combien d'étudiants, mais on en a de toute la France. On ne sélectionne pas sur le lieu d'origine. Combien de temps faut-il pour que tous les étudiants aient un emploi? Alors là, c'est super rapide, parce que c'est ce que je vous disais, on a un très bon réseau entreprise, nos étudiants sont très recherchés avec les compétences qu'ils ont, et donc vraiment le jour de leur soutenance, en fait, on a des taux d'insertion qui sont très très bons. On a entre 55% et 80% le jour de la soutenance, et en moins de 6 mois, vraiment, le maximum, le dernier, c'est 6 mois et c'est rarement, c'est plutôt 4 ou 5 mois que 6 mois. Donc, en fait, on les a tous en emploi au bout de 4 mois ou 5 mois. Après, je veux dire, ça peut paraître beaucoup, 4 mois, mais je vous mets au défi de trouver un emploi en moins de 6 mois. Alors, hors contexte sanitaire, d'ailleurs, le contexte sanitaire n'impacte pas tous les étudiants qui sont sortis l'année dernière sont en emploi. Vous donnez beaucoup d'intitulés avec ingénieur. Est-ce qu'il faut être ingénieur pour faire ce métier? Pas du tout. En fait, quand je vous ai donné les intitulés, c'était des intitulés de poste. C'est finalement le métier, comment il s'appelle dans l'entreprise. Et effectivement, il y a plusieurs intitulés, mais c'est historique. C'est parce que dans les industries pharmaceutiques, c'était des ingénieurs qui étaient recrutés. C'était soit des ingénieurs, soit des pharmaciens. Et ils ont gardé finalement ces intitulés de manière historique. Donc finalement, quand l'intitulé c'est ingénieur, vous pouvez être sortir d'une école d'ingénieur et avoir ce poste, et vous pouvez également finalement avoir un bac+5. Voilà, ça c'est pas un souci. Y a-t-il des passerelles entre les métiers? Oui, il y a des passerelles entre les métiers, donc c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui déciderait de finir sa formation sur la recherche et le développement. En fait, je vous parlais de formation continue et tout ça, pour par exemple avoir un niveau bac+5 par exemple pour assistant ingénieur. Finalement, vous pourriez vous dire, donc j'ai commencé en recherche et développement, dans 3-4 ans, je vais faire par exemple du contrôle qualité. En contrôle qualité, en fait, il y a des notions d'affaires réglementaires qui sont menées. Peut-être que 3 ans après, je pourrais demander à mon entreprise si je peux basculer vers le département d'affaires réglementaires. Et ensuite, par exemple, d'affaires réglementaires, basculer vers le marketing, etc. Donc, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, la recherche et développement, je ne peux pas basculer directement en marketing. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que je vous dis, il faut qu'il y ait des passerelles. La passerelle, ça veut dire que le métier que je fais actuellement travaille avec le service dans lequel je voudrais travailler de manière future. Donc, la recherche ne travaille pas directement avec le marketing. Donc, c'est pour ça que vous ne pourriez pas faire cette passerelle-là. Par contre, vous pourriez travailler en assurance qualité, vous pourriez travailler en contrôle qualité, vous pourriez travailler en industrialisation, production, etc. Et donc, du coup, de là, rebasculer sur les autres interactions que vous aurez. Si j'envisageais de faire la licence sciences de la vie et humanité, est-ce que je pourrais rejoindre les spécialisations en bac+4, bac+5 de manager en biotechnologie et pour la même en assistant ingénieur? Oui, alors, pour la licence sciences de la vie et humanité, donc oui, ça peut être possible. Par contre, de la même manière que tout à l'heure pour assistant ingénieur, vous pourriez, il y aura finalement des passerelles. Alors, il y aura plus de passerelles dans la licence sciences de la vie et humanité que dans la passerelle assistant ingénieur. Assistant ingénieur, c'est vraiment une formation pour professionnalisant pour travailler au bout de 3 ans. La licence sciences de la vie et humanité, en fait, c'est une formation qui n'est pas professionnalisante et donc où les étudiants devront poursuivre sur un master. Donc, en fait, ils seront plus voués à pouvoir rejoindre en fait la 4e et 5e année de manager en biotechnologie. Mais ce n'est pas pour autant que toute la promotion pourra basculer en fait sur le manager en biotechnologie.
Est-ce qu'il y a un réseau d'anciens élèves de l'école? Oui, on a un réseau. Alors, on a un groupe LinkedIn STBV IPROM, donc qui est en fait, pour pouvoir le rejoindre, en fait, il faut que vous soyez étudiant chez nous. Donc, dès que vous serez accepté, en fait, vous pourrez demander à rejoindre ce réseau. C'est en fait un groupe fermé, et c'est là où en fait on diffuse finalement des événements, on diffuse des comment dirais-je, par exemple les conférences, les colloques, etc. On met également beaucoup d'offres d'emploi. Voilà, c'est pour ça que c'est un groupe fermé. Donc ça, c'est voilà, notre groupe d'anciens, parce que c'est un moyen d'avoir en fait un réseau alumni qui est toujours à jour. Y a-t-il beaucoup de biotechnologie dans ces métiers? Oui, mais oui, parce qu'en fait là c'est des métiers vraiment en biotechnologie. Alors la biotechnologie pure et dure, c'est vraiment de la modification en fait. Je ne sais pas comment vous le dire simplement, par exemple de matériel génétique, et donc du coup on peut le faire sur les plantes, on peut le faire sur les animaux, etc. Enfin voilà, en créant des outils génétiques. Donc oui, on les prépare à ça, en fait, à pouvoir le faire. Après, c'est pas forcément ce qu'ils font dans leur métier à la fin, c'est finalement le choix en fait de l'étudiant de où il veut travailler, dans quel laboratoire il veut travailler. Voilà, il y en a qui en font, il y en a d'autres qui n'en font pas. Admettons qu'on fasse une M1 spécialisation en infectiologie et que cela au final ne nous convienne pas. Peut-on faire une M2 en biobanque par exemple, ou faut-il reprendre une M1 en biobanque? Alors, on va être clair, ça ne nous est jamais arrivé et ça va jamais arriver. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, on est très au fait avec vous de votre projet professionnel. On vous fait aussi beaucoup échanger avec nos anciens. On crée des tables rondes en fait. Par exemple, pour les 3e années, on crée des tables rondes avec des anciens qui sont en master ou autres, et pour justement leur permettre d'échanger un peu les inquiétudes qu'ils pourraient avoir, ou le type de métier, est-ce que ça correspondrait, etc. Après, je vous dirais, il faudrait que vous fassiez un stage en 3e année en infectiologie pour déterminer si l'infectiologie vous plaît. Parce que c'est vrai que si vous y êtes, c'est quand même que ça vous plaisait. L'idée, c'est quand même ça, c'est d'avoir réfléchi un peu avant, ou d'avoir peut-être utilisé les stages pour pouvoir découvrir des nouveaux domaines. Voilà. En fait, voilà, l'idée de basculer, de passer de M1 en M2 biobanque, concrètement, ça ne serait pas possible. Mais là, ça serait vraiment dire que nous, on n'a pas bien fait notre travail avec vous sur votre projet professionnel. Bon, jusque-là, c'est pareil. Est-ce facile de trouver une alternance lorsqu'on intègre directement la 3e année de bachelor? Facile, on ne peut pas dire facile, il ne faut pas exagérer. En fait, on met en place des outils, on met beaucoup de choses pour justement faciliter ça. Donc, si vous êtes admis, on va revoir avec vous votre CV, parce que finalement, on a une grosse expertise sur ce qu'attendent les attentes des entreprises. Donc CV, lettre de motivation, on vous fait faire des simulations d'entretien, on fait également pas des conférences, des forums alternance. Donc on fait venir des entreprises pour privilégier des offres un peu, enfin flécher des offres sur vous. On fait également de la veille d'offres d'alternance pour vous. Donc vous avez en plus à candidater de manière spontanée, mais en gros, un process normal, ça veut dire que vous avez répondu à plein d'offres qu'on vous a fournies et que vous avez fait 150 candidatures. C'est le process normal avant de me dire que vous n'avez pas réussi à trouver l'alternance. Si vous avez fait 10 candidatures, je vous dirais, oui, c'est normal que vous n'ayez pas trouvé. Voilà. Et puis après, c'est pareil, il y a une période. C'est-à-dire que les entreprises, il y a un pic de mars, avril, mai, juin pour trouver une alternance, et après, ça redescend fortement jusqu'à pratiquement plus rien.
Et ensuite, et des fois, il y a un autre petit pic en septembre, qui sont en fait les étudiants qui n'ont pas été pris dans un master et qui ont une réponse tardive et qui avaient trouvé une alternance. Et à ce moment-là, ça libère une place d'alternance pour quelqu'un d'autre. Mais enfin, il ne faut pas compter sur ces postes-là pour pouvoir avoir l'alternance. Pour la licence SVH, quelles sont les orientations privilégiées par les étudiants en sortie de licence? Comment prendre contact avec des étudiants ou professeurs de cette licence? Alors, c'est assez variable. Alors, peut-être que vous êtes la mieux placée pour répondre, puisque vous êtes en SVH. J'ai laissé la parole à Marina. Après, c'est assez large niveau master, nos choix, etc. Du coup, il y a les masters de l'ESTBB qui sont nos choix privilégiés. Après, tout ce qui est en rapport avec la biologie, normalement, on peut tout intégrer parce que c'est quand même une licence assez large. C'est ça. Moi, je postule à des masters de l'ESTBB, je postule à des masters qui sont en dehors, donc au final, on a beaucoup de choix à la fin. Oui, parce que finalement, l'idée, quand on a fait la formation, c'était de former en fait les étudiants à toutes les matières de la biologie, pour que finalement, pour leur stage de 7 semaines en 3e année, en fait, ils aillent vers le métier ou le stage qui pourrait leur plaire pour le master derrière, faire vraiment au-delà d'une découverte. Et finalement, moi, je sais qu'il y en a qui sont allés en vétérinaire, je sais qu'il y en a qui sont allés dans l'enseignement, en fait, des, comment ça s'appelle, pas petite école, enfin, mais vous voyez, maternelle, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Ensuite, je sais qu'il y en a qui partent en licence, je sais qu'il y en avait en neurosciences, dans l'environnement, enfin voilà, c'est vraiment varié. Après, c'est toujours pareil, c'est dépendant en fait de vos choix et de vos envies. Intégrez-vous des étudiants sur les formations des managers en 3e ou 4e année après une autre formation, licence ou DUT? Alors oui, par exemple sur la 3e année c'est possible effectivement avec un DUT parce que vous avez aussi une expertise scientifique et finalement un bon niveau en biologie. Donc vous pourriez rejoindre la 3e année et ensuite en 4e année aussi puisque finalement là ça serait comme un peu les passerelles qu'on a nous en interne qui sont ouvertes aussi à l'externe. Quelle est la reconnaissance réputation de votre licence chez les professionnels? Licence, c'est la licence sciences de la vie et humanité. Elle est bonne parce que sinon ils n'arriveraient pas à trouver ou à être intégrés dans les masters qu'ils veulent. Après, l'école est très réputée, c'est ce que je vous disais, que ce soit pour les entreprises ou même au niveau des universités qui font que il n'y a pas de problème en fait pour intégrer soit la formation, soit le métier que vous voulez. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur le parcours des étudiants qui ont suivi la licence? C'est-à-dire là, redites-moi la question. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur le parcours des étudiants qui ont suivi la licence? Alors, si on peut être un poil plus précis sur la question, je veux bien y répondre, mais là, je ne sais pas quoi vous dire précisément. Est-il possible d'intégrer le master en infectiologie lorsque l'on a déjà une licence pro obtenue dans un autre établissement hors Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, pas de souci. Au-delà des liens plus étroits avec les entreprises, quels sont les avantages de l'ESCBB par rapport à l'université? Il y a un professeur référent, des cours de soutien. Oui, tout à fait. En fait, il y a un vrai, les promotions sont des petites promotions par rapport à l'université. Ensuite, finalement, il y a des responsables d'études pour chacune des années et un directeur pédagogique qui gère les 3 années. Donc finalement, vous êtes très très bien suivi. Vous avez également une personne qui vous a alloué pour la recherche de stage. Donc ensuite, l'avantage par rapport à l'université, c'est que vous avez aussi des intervenants d'entreprise ou d'intervenants. Alors là, par exemple, pour la licence sciences de la vie et humanité,
Il y a également beaucoup de personnes qui sont en lien avec, enfin, je sais qu'ils vont au musée Confluence, par exemple, pour voir des tableaux, etc. Il y a également les musées des Beaux-Arts. Enfin, voilà, donc, enfin, bon, en gros, il y a aussi pas mal de professionnels au fait d'entreprises qui viennent. Alors, vous dites, au-delà de l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, c'est vraiment un gros avantage en fait d'avoir une connaissance en fait de l'entreprise, des métiers et des possibilités que vous pourriez avoir après votre master. Donc ça, c'est quand même un vrai gros avantage. Et ensuite, après, on a un super taux d'insertion, mais vraiment immédiat. Puisque j'ai pas dit que voilà, on vous fait faire une certification en anglais qui est reconnue et qui est valable pendant 3 ans. Je sais pas, il y a d'autres trucs que j'ai pas dit. Vous en avez pas tout dit. Voilà. Pour quelqu'un venant d'une première année de médecine, l'admission en licence sciences de la vie se fait-elle sur Parcoursup? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait pas vos résultats à l'heure d'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut que vous réinscriviez en première année. Et si vous aviez votre première année de médecine, vous pourriez éventuellement intégrer la 2e année, si je ne dis pas d'erreur. Voilà. Et donc, voilà. Mais du coup, dans le doute et comme on ne sait pas encore vos résultats, il faut que vous fassiez aussi la démarche pour Parcoursup. Y a-t-il beaucoup de choix de master en sciences de la vie hors ESTBD après votre licence? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, c'est toujours pareil, ça dépend finalement de votre projet professionnel. Après, ce qu'on essaye juste de vous aiguiller, c'est que tous les masters ne sont pas équivalents. Il y a des fois des sélections entre le M1 et le M2. On vous alerte aussi sur une insertion professionnelle à la sortie. De bien vérifier combien il y a d'étudiants qui ont répondu à l'enquête d'insertion. Nous, c'est tous nos étudiants qui répondent. Ce qui change quand même, le pourcentage n'est pas tout à fait identique. Voilà. Et on n'a pas de sélection, nous, entre le M1 et le M2, puisqu'on considère qu'on doit accompagner un étudiant jusqu'à la fin de son diplôme. Le master en infectiologie peut-il être fait en alternance? Oui, tout à fait. Est-il possible, si on se rend compte que la formation manager n'est pas faite pour nous, de s'arrêter en 2e ou 3e année pour poursuivre à l'université? Sûrement. Écoutez, a priori, oui. Enfin, je serais étonnée, mais oui. Après, vous pourriez aussi, si vraiment ça... Par exemple, on a déjà eu le cas entre licence de la vie humanité et assistant ingénieur, où finalement, un étudiant qui était en licence de la vie humanité a souhaité basculer sur le parcours assistant ingénieur. Donc ça, par exemple, c'est possible. L'inverse, je suis moins sûre. Mais du coup, oui, ça c'est possible. Donc je pense qu'avant de vous envoyer à l'université, je pense qu'on essaierait de voir s'il n'y a pas des possibilités chez nous pour vous réorienter. Si vraiment, après, vous voulez faire quelque chose qui n'a rien à voir, ce qui peut arriver, à ce moment-là, du coup, bien sûr, mais il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, c'est super. Bon, eh bien, écoutez, on va vous remercier. Merci d'avoir participé à cette conférence. Vous pouvez nous rejoindre à nouveau pour que du coup, on dise au revoir à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette conférence et au plaisir de vous retrouver à l'ESTBD. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.